Bastien Drue, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, mais surtout vous venez de publier un livre sur l'économie du football professionnel, en d'autres termes, le foot business. Alors, vous êtes ingénieur centralien de Lyon, vous êtes diplômé de l'École nationale de la statistique et des études économiques, vous avez fait un master à la Paris School of Economics, on ne dit pas l'École économique de Paris, mais on dit ça en anglais, et vous êtes doctorant sur un tout autre sujet qui est les portefeuilles d'obligations socialement responsables. Et vous ne travaillez pas du tout dans le foot, vous êtes stratégiste dans une grande société de gestion. Alors, mais il y a quand même une relation, on pourrait presque dire une corrélation entre le foot et votre métier, puisqu'il s'agit là d'affaires financières. Vous signalez dans votre livre que le joueur portugais Cristiano Ronaldo a été transféré en 2009 du Manchester United au Real de Madrid pour 94 millions d'euros, et cela en pleine débâcle financière de l'Espagne. J'ai noté aussi dans votre livre que Lionel Messi gagne 33 millions d'euros. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a le tableau de chacun, ce que gagne chacun, 30 millions d'euros, 30, 29, 28, 27, des chiffres absolument fantastiques. Et vous notez aussi que le chiffre d'affaires des 5 plus grands championnats européens approchait 8 milliards d'euros lors de la dernière saison. Comment est-on passé du sport amateur à ce foot business? En fait, il y a une conjonction de facteurs. Les principaux, c'est l'histoire qu'entretient le football avec la télévision. Donc la télévision a permis... C'est l'irruption de la télévision. Exactement, qui a provoqué ça. C'est la forte hausse des droits de transmission télévisuelle dans les années 80 et 90 qui a apporté beaucoup d'argent dans le milieu du foot. Et il y a également l'arrivée de milliardaires donc dans les années 2000 qui sont venus dépenser des centaines de millions d'euros dans les clubs européens. Et donc ça a apporté énormément d'argent et on a pu avoir un développement très fort de l'économie du foot. D'accord. Donc c'est un vrai business. Alors on va partir du b.a.-ba du business. Qui sont les propriétaires de ces clubs? Alors au début, en France par exemple, les clubs étaient des clubs amateurs. Oui, exactement. Donc, il faut savoir que les clubs, au départ, étaient des associations loi de 1901, donc absolument pas des entreprises. Et il y a eu une évolution juridique tout au long du XXe siècle, où on a eu des entreprises qui sont passées du statut d'association au début du XXe siècle à un statut qui a convergé vers celui d'entreprise plus ou moins classique, donc dans les années 70, 80, 90. Et on arrivait avec des entreprises, enfin des clubs de foot qui ont des statuts d'entreprises à part entière. Ce sont quasiment des sociétés anonymes, tout à fait classiques. Il y a extrêmement peu de spécificité. J'ai vu dans votre livre, par exemple, qu'en France, je crois, il n'y a plus que l'Ajax d'Auxerre qui est filiale d'une association. Oui, exactement. Oui. Donc maintenant, les investisseurs, les propriétaires des clubs de foot sont des investisseurs privés. Dans l'énorme majorité des cas, on a des investisseurs privés, donc des propriétaires privés. Mais les liens avec les entreprises, si on prend le cas du football français, il est très très ancien, puisque par exemple Peugeot avait son club de foot. Exactement, alors ça servait à quoi? Donc il y a vraiment eu un rôle précurseur des entreprises dans le football professionnel en France. C'est notamment l'entreprise Peugeot qui était l'origine de la création du championnat de France. C'est Peugeot qui a créé le championnat de France? Oui, parce qu'on a eu la Coupe Peugeot qui a précédé la création du championnat de France en 1932. Il y a Peugeot qui a voulu organiser des compétitions entre différents grands clubs français et qui a permis de créer donc des championnats en France, quoi. D'accord. Donc au début, c'était une gestion un petit peu paternaliste. On avait un club de foot parce que ça distrayait les ouvriers, ça les sortait de la chaîne de travail. Donc il y a eu un rôle très fort à Sochaux avec l'entreprise Peugeot qui a financé un petit peu le développement du club de Sochaux. Au Racing Club de Lens, c'était les compagnies minières qui avaient un rôle très fort dans le développement du club. J'imagine Michelin à Clermont-Ferrand et on continue dans et donc il y a Casino à Saint-Étienne, donc avec Geoffroy Guichard qui était le fondateur du groupe Casino. Petit à petit, les industriels ou les entreprises se sont intéressés au club de foot. Par exemple, à Lyon, je crois que c'est un industriel local ou une société de service local qui s'occupe du club. Oui, vous parlez de Michel Aulas. Voilà. D'accord. Oui. Donc il y a toujours des intérêts, entreprises, communication qui se mêlent. Oui, il y a toujours des liens très forts entre
les entreprises donc, qui sont une catégorie des propriétaires de clubs. Après, on peut trouver des hommes d'affaires, donc des hommes d'affaires des multimillionnaires. Et ensuite, on a la catégorie un petit peu au-dessus, donc les milliardaires qui viennent, eux, pour dépenser énormément d'argent dans les clubs de foot. D'accord. Alors, je note, vous l'avez indiqué, il y a même en France des fonds d'investissement comme Colony Capital qui s'intéressaient au Paris Saint-Germain. Oui. Et puis des liens avec les médias aussi. Oui, donc par exemple, les Girondins de Bordeaux sont détenus par la chaîne de télévision M6. Il y a eu Canal+, qui a été propriétaire du PSG pendant de nombreuses années. En Italie aussi, je crois. Oui, en Italie avec Berlusconi, avec Silvio Berlusconi, qui détient le Milan AC. Donc il y a une relation relativement forte entre les chaînes de télévision et les clubs de football professionnels, parce qu'il y a une certaine interdépendance. Les chaînes de télévision ont besoin du football pour faire de l'audience, et les clubs de football ont besoin des chaînes de télévision pour avoir des financements, pour avoir de l'argent. Alors il y a des nouveaux acteurs qui sont intéressés depuis quelques années au football, ce sont les milliardaires, et souvent des milliardaires venus de pays émergents. Oui, racontez-nous ça un petit peu. De Russie, bon, le cas le plus flagrant, c'est celui, le cas le plus typique, c'est celui de Roman Abramovich à Chelsea, qui est arrivé en 2003, alors que Mais c'est pourquoi? Parce qu'il est fanat de foot qui s'intéresse à Chelsea. On peut le supposer. On peut le supposer. Et donc il est arrivé en 2003, alors que le club Chelsea était un club de bas de tableau, voire, ou de milieu de tableau, et avec tout l'argent qui a été investi par Roman Abramovich dans Chelsea, il y a pu y avoir la création d'un grand club qui participe à la Champions League maintenant tous les ans, qui peut être à la lutte pour le titre, pour le championnat d'Angleterre tous les ans. Tout ça, c'est grâce aux 700 millions de livres. Mais quand un milliardaire fait ça, il ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Non, en fait, les motivations des milliardaires sont souvent extra-financières, en fait. Ils viennent plus souvent... Vous êtes sûr de ça? Oui, un club, ça ne peut pas servir à d'autres choses J'ai tendance à penser, en tout cas... pas officiellement. Voilà, officiellement, voilà. Et ils viennent beaucoup plus souvent avec des motivations extra-financières, donc pour se faire de la pub, pour se doter d'une acceptation sociale, en fait. Mais ça leur donne un standing. Ça leur donne un standing, tout à fait. Donc ça leur permet de se faire connaître en Europe pour des gens qui n'étaient pas connus. On peut penser aux milliardaires qui viennent du Qatar. Donc, par exemple, il y a un Tchèque du Qatar qui a racheté le club de Manchester City, qui a investi énormément d'argent dans le club. Et on peut penser qu'il investit dans ce club uniquement pour se faire connaître et pour faire connaître donc les activités. Vous citez même un milliardaire thaïlandais. Oui, il y a un ancien politicien. Alors, il y a qui n'a pas réputation fantastique d'ailleurs. En général, ils n'ont pas une réputation fantastique, ces milliardaires. Non, voilà, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, celui que vous citez, le milliardaire thaïlandais, qui avait acheté donc avant, qui avait acheté Manchester City avant le Tchèque du Qatar, avait donc été poursuivi en justice dans son pays. Il a été extradé par la suite. Donc il y avait énormément de poursuites judiciaires à son encontre. Et en fait, lui, sa motivation, c'était d'acheter un club de foot pour essayer de regagner de la popularité dans son pays, en fait. D'accord. Et puis la troisième étape, les entreprises, les milliardaires, c'est les clubs de foot en bourse. Oui, alors ça, le premier club qui avait été coté, c'était Tottenham en 1983. On a eu beaucoup de clubs qui ont été cotés en bourse à la fin des années 90, en 98-99. Donc on est arrivé avec à peu près 45 clubs qui ont tenté l'aventure de la bourse en Europe. Mais pendant les années 2000, il y a beaucoup de clubs, notamment des clubs anglais, qui ont été retirés de la cote, parce qu'ils ont été rachetés par des milliardaires, et aussi parce que les performances en bourse des clubs de foot étaient relativement mauvaises. Et c'est les résultats qui influent sur les performances de bourse? Plus on marque de buts, plus l'action monte? Alors, bien sûr, il y a un impact à court terme sur l'action de l'entreprise, des résultats sportifs. S'il y a une défaite qui est inattendue ou s'il y a une victoire qui est inattendue, on va avoir le cours de l'action qui va réagir à court terme. Mais surtout, la valorisation des clubs de foot, elle se fait en fonction des actifs que détiennent les clubs. Et bien souvent, ces actifs ne sont exclusivement constitués que des contrats de joueurs. Et donc, comme il y a une assez forte incertitude sur la valeur des contrats de joueurs, parce qu'un joueur peut se blesser, un joueur peut être en mauvaise forme, un joueur peut avoir des problèmes personnels, on peut penser à l'affaire Zaya par exemple, et tout ça, ça peut affecter la valeur de marché. Ça ne peut pas revaloriser le joueur, non, par hasard? Bon, éventuellement.
Mais tout ça pour dire que les actifs des clubs, bien souvent, sont exclusivement des actifs qui sont immatériels, donc des contrats de joueurs, et pour lesquels il y a une forte volatilité. Et quand on n'a pas des actifs tangibles, eh ben, on se retrouve avec des clubs, avec des cours, des actions des clubs qui plongent et qui ne reviennent jamais. Ce ne sont pas des valeurs sûres. Vous, dans votre métier, en tant que stratégiste, vous ne conseillez pas l'investissement dans les clubs de foot cotés. D'accord. J'aimerais qu'on dise un mot sur l'évolution des business models, comme on dit dans le jargon. Oui. Comment les clubs gagnent-ils de l'argent? Comment on capture de la valeur quand on est un club? Alors, vous expliquez que ça a beaucoup évolué. Oui, ça a vraiment beaucoup évolué. Tout ça, c'est énormément lié à l'importance qu'a pris les droits de retransmission télévisuelle. Donc, c'est vraiment l'arrivée de la télévision qui a changé les recettes des clubs. Donc c'est pas les spectateurs non, pas du tout. Donc, en fait, actuellement... Ils sont là pour la décoration. Non, pas du tout. Mais les recettes des clubs sont constituées à peu près de 3 sources de revenus. Donc, on a les recettes de billetterie. Donc, c'est un peu la source de revenus historique, des clubs professionnels. On a ensuite les droits de retransmission télévisuelle. Et la troisième type de revenu, c'est un peu un mélange du merchandising et de la vente de produits dérivés et des contrats de sponsoring avec des grandes entreprises. Donc, on peut imaginer, à la limite, je pousse un peu le bouchon, qu'un club jouant devant un stade vide peut gagner énormément d'argent. C'est tout à fait possible. Mais en fait, ça aurait une très mauvaise image, ça donnerait une très mauvaise image du club qui aurait ensuite Il faut des supporters. En fait, tout est lié parce que pour pouvoir attirer des sponsors, il faut pouvoir dire qu'on a une solide base de supporters, que ce soit des gens qui viennent au club ou des gens qui suivent les performances du club, qui suivent le club. Et donc tout ça c'est lié. Donc je ne pense pas qu'un club avec un stade vide pourrait... Alors vous parlez des sponsors, vous dites quand même que les revenus des sponsors c'est un petit peu délicat. On est en crise économique, là, partout en Europe, on est dans des politiques restrictives. La consommation, c'est un petit peu difficile. Donc en fait, ça aussi, c'est très volatile, les revenus des sponsors. Alors, la difficulté qu'ont les clubs de foot, les clubs professionnels avec les sponsors, c'est de fidéliser les contrats de sponsoring. Parce qu'il y a toujours une incertitude sur les résultats sportifs, malgré tout. Et en cas de relégation, par exemple, le potentiel de diffusion des logos de l'entreprise qui sponsorise le club serait beaucoup plus faible. Logos sur les maillots, sur la vente de maillots, sur la vente de produits dérivés. Vous imaginez bien qu'un club qui descend en deuxième division va vendre beaucoup moins de maillots et beaucoup moins de produits dérivés qu'un club qui est en première division. D'accord. Donc sponsoring, c'est quelque chose d'un petit peu... Donc le centre, c'est quand même les droits de télévision. Exactement. Alors en France et en Italie, c'est un peu problématique parce qu'on a des clubs qui ont, dont les recettes sont constituées à peu près de 60% par les droits de retransmission télévisuelle. Donc c'est beaucoup par rapport notamment à l'Espagne, à l'Allemagne et à l'Angleterre. Et en cas d'éventuelle baisse des droits de retransmission télévisuelle, on aurait une forte baisse du budget des clubs en France. Si une chaîne de télé fait faillite, c'est dramatique pour les clubs. Exactement. Il y a eu un exemple de chaîne de télévision en Angleterre. Donc c'était ITV qui a fait faillite en Angleterre et qui avait un contrat de retransmission avec les clubs de deuxième division anglaise. Et il y a énormément de clubs qui se sont retrouvés en redressement judiciaire parce qu'il y avait cette chaîne de télévision qui n'a pas pu honorer son contrat avec les clubs de deuxième division et qui n'ont pas eu les recettes qu'elles avaient inscrites dans leur budget. Alors ces recettes de télévision, comment c'est négocié? Est-ce qu'il y a un championnat? Toutes les équipes se rencontrent entre elles. Qui décide? Comment ça se passe? Comment ça se négocie? Alors en France, et comment c'est réparti aussi entre les clubs? Alors en France, c'est la Ligue professionnelle de football, donc c'est la LFP qui met en vente les droits de retransmission télévisuelle. Donc c'est une mise aux enchères. Exactement, c'est une mise aux enchères. Elle va proposer aux chaînes de télévision de proposer des enchères pour les différents lots, donc les diffusions à la télévision, les émissions dominicales. Donc il y a différents lots et différents produits qui sont mis en vente par la LFP et donc elle propose aux chaînes de télévision qui vont proposer des enchères et c'est le plus offrant qui va gagner le droit de retransmettre les matchs. D'accord, donc ça c'est la chaîne qui va avoir le droit de retransmettre. Exactement. Alors après, comment c'est réparti? Mais juste une question, il y a des clubs de foot qui ont leur propre chaîne de télé maintenant, je crois.
Oui, mais qui ne diffusent pas les matchs. Ils ne diffusent pas les matchs. Qui diffusent pas les matchs. Donc il y a tout un tas d'émissions qui sont liées au club, hein, où il y a des joueurs du club qui vont venir, on va filmer les entraînements, mais il ne va pas y avoir de diffusion de la part des chaînes. Mais alors, une fois que ces droits sont négociés, comment c'est réparti entre les clubs? Alors, chaque ligue, en fait, dans chaque pays, on a une répartition qui est différente. Donc, en France, il y a les 50% qui sont répartis de façon égalitaire. Égalitaire, le dernier du championnat. La même, voilà, donc c'est 50% Arles-Avignon, de même droit que Marseille. Voilà. Ensuite, il y a 30% qui sont répartis selon des critères sportifs, c'est-à-dire tout bêtement la place en championnat à la fin de la saison. Et il y a un dernier critère qui est le critère de notoriété, et qui va comptabiliser en fait le nombre de passages à la télévision des clubs, des différents clubs. Alors vous signalez une autre source une source de diversification de revenus, et notamment l'acquisition des stades. Oui. Pourquoi acheter le stade? Alors en fait, acheter un stade, c'est un enjeu stratégique extrêmement fort pour un club professionnel, parce que ça peut lui permettre de diversifier son activité industrielle en quelque sorte. En achetant son stade, on peut organiser des concerts, on peut organiser d'autres événements sportifs, on peut y adjoindre des centres commerciaux, vraiment créateur de spectacles. Des hôtels, exactement. Et donc ça permet de diversifier les revenus, et donc les revenus du club ne sont plus exclusivement liés à l'activité sportive en fait, à l'activité de football professionnel. Et donc si jamais il y a une mauvaise saison sportive, on aura quand même le reste de l'activité qui n'est pas liée au football, qui on peut l'espérer n'aura pas été négative, et donc ça aura des conséquences beaucoup moins négatives sur les finances du club. Il y a des exemples en France ou à l'étranger de clubs qui ont leur stade? Alors en France, c'était le grand projet de Lyon, hein, c'était de construire l'OL Land, et la lecture quand j'en ai moi, c'était d'essayer de diversifier l'activité en ayant des centres commerciaux, en ayant des hôtels, des centres de conférences, qui auraient permis de diversifier un peu plus l'activité. Le plus grand exemple qu'on peut avoir de diversification en Europe, c'est l'exemple du FC Copenhague, parce que le FC Copenhague, c'est un club qui était au départ un club de football professionnel tout à fait classique, et qui s'est mis qui a d'abord acheté son stade, qui a été introduit en bourse, et qui a acheté différentes entreprises qui n'avaient rien à voir avec l'activité du football. Donc il y a une société de production, il y a une société de billetterie d'événements sportifs, il y a un club de handball, et donc... Il y a quand même un savoir-faire de proximité. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est toujours lié de près ou de loin à l'activité sportive, mais les recettes ne sont pas forcément liées aux performances sportives du club professionnel. On diversifie, une stratégie de diversification. Voilà, il y a vraiment une stratégie de diversification qui est très forte pour le FC Copenhague, et c'est l'exemple le plus typique qu'on puisse trouver en Europe. Alors dans votre livre, vous donnez une analyse du budget d'un club. Alors bien entendu, la plus grosse part, c'est la rémunération du personnel, les charges sociales. Alors charges sociales, peut-être qu'on aura le temps d'aborder ça tout à l'heure, qui varie d'un pays à l'autre, ce qui peut poser des problèmes. Et puis un poste qui est très important. Alors, apparemment petit, les honoraires des agents, il y a des gens qui tournent autour là-dedans. Et puis les dotations aux amortissements des indemnités de mutation. Alors on va rentrer un petit peu dans la technique et dans les salades des transferts. Il y a un marché des joueurs. Oui. Mais quand même, d'abord, est-ce que c'est parce qu'on a les joueurs les plus chers? Donc, est-ce que c'est parce qu'on a la masse salariale la plus élevée qu'on a les meilleurs résultats? Comme vous êtes un matheux, vous avez fait des corrélations là-dessus? Alors, ce qu'on observe et ce que je montre dans le livre, c'est que quand on prend la masse salariale et qu'on étudie sa relation avec le classement en fin de saison, qu'on regarde ça sur plusieurs saisons, et on observe une corrélation qui est extrêmement forte entre la masse salariale. Donc, plus la masse salariale est forte, plus on a des résultats. Et on a une relation qui est extrêmement forte. Le R2 de la régression linéaire est à peu près de 0,80. Donc, en fait, la traduction qu'on peut en avoir en termes économiques, c'est que c'est un exemple d'efficience des salaires. C'est-à-dire que les joueurs les meilleurs vont avoir les salaires les plus élevés, et on a vraiment les joueurs qui sont payés en fonction de leur productivité effective, quoi. Et c'est très... Donc en termes sportifs au moins, c'est rentable de payer cher un joueur.
Exactement. C'est-à-dire que donc payer Lionel Messi, là, je donne ça 3 millions d'euros par an, c'est rentable en termes sportifs. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, les clubs qui pourront dégager le budget le plus important et qui donc pourront avoir la masse salariale plus importante auront les meilleurs résultats sportifs à la fin de la saison. Alors vous montrez dans votre livre qu'au moins en termes sportifs, pour rester sur ce terrain-là, il faut bien parler de sport un petit peu de temps en temps, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. En fait, on est sur un marché sportif relativement oligopolistique, parce que vous citez, vous montrez le degré de concentration des victoires au niveau européen. Oui. Hein, et il y a tout un classement là qui est très intéressant. Les 3 meilleures équipes sur les 10 dernières années, combien elles ont gagné de championnats. Et l'Écosse, les 3 meilleures équipes, c'est 100% des championnats, 100% en Grèce, 95% au Portugal, 90% d'Angleterre, etc. En France, c'est beaucoup plus bas. Les 3 meilleures équipes ont gagné que 63% des championnats. Donc ça s'explique par la masse salariale. Il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà, donc tous les déséquilibres en termes de budget perdure. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Il y a notamment tout ce qui est relatif à la Champions League. Quand un club va être premier de son championnat national, il va pouvoir participer à la Champions League. Donc il va capter beaucoup plus de ressources financières auxquelles ne vont pas avoir accès les autres clubs du championnat. Et donc vont pouvoir recruter d'autres joueurs d'excellent niveau et vont donc pouvoir perpétuer leur domination sur leur championnat national. Donc il y a vraiment une boucle qui se met en place et c'est pour ça qu'on observe un déséquilibre compétitif qui perdure tout au long des saisons sportives. D'accord. Alors, on parle toujours des superstars, donc il y a des surenchères sur les superstars, mais bon, pour ne pas rester dans le terme économique, il y a aussi du chômage chez les joueurs de foot. Exactement. Donc en fait, on a un marché du travail pour ce qui concerne le marché des joueurs qui est extrêmement segmenté. Pour schématiser, on a deux types de joueurs. On a les joueurs d'excellent niveau, donc les superstars comme Messi, Ronaldo, qui vont toujours pouvoir trouver un employeur, qui vont avoir un pouvoir de négociation très fort par rapport à leurs employeurs, parce qu'ils vont pouvoir dire si vous ne me payez pas suffisamment, il y a beaucoup de clubs, une dizaine de clubs qui vont vouloir me recruter en Europe à coup sûr. Enfin, on n'imagine pas Cristiano Ronaldo et Messi au chômage, pas du tout. Et donc, vont pouvoir avoir des négociations très fortes par rapport à leurs employeurs et vont pouvoir négocier des salaires très élevés. Mais par contre, il y a tous les joueurs moyens. Et voilà. Et alors, la deuxième catégorie de joueurs, c'est les joueurs de niveau, on va dire, moyen, qu'on peut qualifier de moyens, qui, eux, n'ont pas du tout de pouvoir de négociation par rapport au club, parce que le nombre de postes vacants va être plus faible que le nombre de joueurs professionnels sur le marché. Et donc, vont avoir des salaires, ils ne vont pas pouvoir négocier leurs salaires comme vont le faire les superstars, et leurs salaires vont être beaucoup plus faibles que les superstars. Donc, on va avoir une inégalité salariale qui va être extrêmement forte au niveau d'un championnat, par exemple. Alors, il y a quelque chose qui m'a amusé. Vous notez que le salaire des joueurs professionnels est corrélé à leur mois de naissance. Oui. On peut toujours trouver des corrélations, mais celle-là, elle s'explique comment? Alors, c'est un petit peu marrant, effectivement. Mais par exemple, en France, on observe qu'on a beaucoup plus de joueurs qui sont nés en janvier, février, mars que la moyenne nationale. Et on a beaucoup moins de joueurs qui vont être nés... C'est pareil dans tous les pays? Alors, ce n'est pas exactement le même mois. C'est pas le même mois. C'est pas le même une mois. Corrélation, mais d'un pays à l'autre, ça change. Et il y a beaucoup moins de joueurs professionnels en France qui vont être nés en octobre, novembre, décembre. Alors, pourquoi on observe ça? C'est parce que dans les écoles de jeunes, donc dans les petites classes des écoles de foot, on va avoir les joueurs qui sont nés en janvier, février, vont avoir quasiment un an de plus que les joueurs qui sont nés en novembre, décembre. Donc, ils vont avoir un développement physique plus fort qui va vraiment se voir dans les classes de jeunes et vont pouvoir éclipser en fait même les très bons joueurs qui sont nés à la fin de l'année et donc qui attireront plus facilement les éventuels recruteurs et les clubs formateurs que les joueurs qui sont nés à la fin de l'année. Donc, mais en Allemagne c'est différent. En Allemagne la date qui délimite les différentes classes d'âge c'est le 1er août. Donc on a beaucoup plus de joueurs qui vont être nés en août, septembre, octobre et beaucoup moins de joueurs qui vont être nés en juillet. Donc quand on veut fabriquer un footballeur, il faut faire très attention à la date de naissance. Donc avis aux connaisseurs. Alors, quelque chose qui a beaucoup changé, on a beaucoup parlé de la masse salariale, il faut qu'on évoque le problème des transferts. Ce qui a révolutionné la politique des transferts et l'économie des clubs, c'est aussi l'arrêt Bosman, le fameux arrêt Bosman.
Donc l'arrêt Bosman, il a vraiment complètement changé, il a eu un impact très très fort sur le football européen. Donc avant l'arrêt Bosman, on avait un nombre de joueurs étrangers qui était limité pour chacun des clubs. On avait un nombre de joueurs étrangers qui était limité à 3 sur le terrain. Et à partir de l'arrêt Bosman, eh ben, ces quotas basés sur la nationalité se sont arrêtés. On a arrêté de les prendre en compte. Et donc on a pu avoir des joueurs donc de championnats, de plus petits championnats par exemple, qui ont été attirés par les grands championnats, qui se sont retrouvés dans les championnats les plus... donc les clubs les plus riches, en fait, des grands championnats, voilà. Et les clubs les plus riches ont pu attirer tous les meilleurs joueurs. Ça, donc les grands championnats et les grands clubs ont pu attirer les meilleurs joueurs de toute l'Europe. Et ça a eu des conséquences très très fortes sur les petits championnats qui, eux, se sont retrouvés sans superstar, en tout cas sans superstar nationale, et qui ont eu des performances européennes qui sont vraiment dégradées. Ce qui explique que ce sont toujours les mêmes qui gagnent les grands championnats internationaux. Voilà. Ce qui explique pourquoi on a eu des clubs comme l'Ajax d'Amsterdam ou les Glasgow Rangers qui avaient des performances au niveau européen très bonnes avant les années 90 et qui ont eu des performances beaucoup plus faibles après l'arrêt Bosman. On ne parle plus du tout de l'Ajax d'Amsterdam, enfin, ils ne se qualifient plus du tout pour les quarts de finale, pour les huitièmes de finale. Ça, c'est quelque chose qui est un peu révolu. Quand on regarde sur les 10 dernières années, on a sur les 8 quarts de finalistes de la Champions League, il y a toujours 7 qui viennent des 5 plus grands championnats. Et donc les petits championnats ont été complètement éclipsés par les gros, et ça c'est une des conséquences de l'arrêt Bosman. Alors on parlait tout à l'heure du transfert de Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros, donc ça a des effets comptables, on va rentrer dans la technicité comptable, c'est mis en actif incorporel en comptabilité, et c'est déprécié chaque année. Exactement. Donc comment ça se passe? Je crois que les contrats c'est de 5 ans. La durée maximale de contrat, c'est 5 ans. Donc c'est le contrat de 5 ans, et donc on déprécie d'un cinquième. Grosso modo, c'est ça. Chaque année. Donc on va déprécier la valeur comptable du joueur chaque année. Et s'il se blesse Et s'il se blesse, en fait, c'est sa valeur de marché qui va être beaucoup plus faible. D'accord. Mais on ne peut pas réévaluer comme ça se fait par ailleurs certains actifs et dire Ronaldo, il vaut 94 millions, mais donc dans le bilan, dans l'actif, on trouve 94 millions et on décide comptablement que ça vaut 120 millions. Tout ça, ça dépend en fait des systèmes de comptabilité adoptés par... Par contre, on peut faire des plus-values sur un joueur. C'est-à-dire qu'on l'a payé 94 millions, on l'a amorti et on le revend encore plus cher. Voilà. Bon, dans ce cas-là, ça n'arrivera pas parce que ça ferait vraiment extrêmement cher. Ça ferait vraiment très cher. Mais effectivement, il y a des clubs qui se sont spécialisés. Donc on peut penser à Lyon pendant les années 2000, on peut penser à Arsenal qui sont spécialisés dans le recrutement de très jeunes joueurs qui ont une très faible valeur de marché. Ça peut être la stratégie aussi peut-être d'un petit club, d'avoir une école de formation, de détecter des joueurs et de les revendre très cher. Exactement. Donc il y a des clubs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui vont recruter donc des jeunes joueurs qui n'ont pas encore de forte valeur de marché, qui vont les former au plus haut niveau et qui vont les revendre plus tard beaucoup plus cher. Et il y a aussi des clubs qui sont spécialisés un peu, ça c'est beaucoup plus Arsenal, on peut prendre le cas d'Arsenal qui achète des joueurs qui ne sont pas forcément de jeunes joueurs, mais des joueurs qui sont fortement décotés sur le marché des transferts et qui vont les revendre plus cher par la suite. Il y a une véritable spéculation. On peut considérer qu'il y a une sorte de trading de donc, joueurs. Il y a une espèce de finance du foot. Oui. Vous notez aussi que les clubs sont terriblement endettés dans ce business du foot. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle avec des clubs terriblement endettés? On sait qu'à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont en train de monter. Le pouvoir d'achat des ménages en Europe, le business, il est en grande partie en Europe. D'un côté, les clubs sont endettés, les taux d'intérêt montent, les ménages, c'est un peu plus difficile pour eux de dépenser. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir l'éclatement de la bulle du football? Le premier risque auquel est confronté le football professionnel, et là je parle surtout pour la France et l'Italie, c'est une éventuelle baisse des droits de transmission télévisuelle. Comme on l'a vu dans les médias récemment, il y a plusieurs chaînes qui étaient candidats à l'achat des droits de transmission de la Ligue 1 qui ne le sont plus. Et qui ne veulent plus, ils disent là c'est plus possible. Veulent plus, et donc on se retrouve avec comme potentiel acheteur des droits télé en France uniquement Canal+. Donc il n'y a plus vraiment, le pouvoir de négociation de l'AFP, il est vraiment diminué par le nombre d'acheteurs potentiels et donc Canal+ peut essayer de faire pression à la baisse sur les droits de transmission télévisuelle. Et donc ça aurait des effets vraiment extrêmement récessifs. On peut imaginer un crack du monde du football?
En tout cas, pour ce qui est de la France et de l'Italie, on est vraiment un vrai risque en ce qui concerne les droits de retransmission télévisuelle. Après, pour ce qui concerne l'endettement, ce qui ne concerne pas vraiment la France, parce que les clubs français ne sont pas vraiment endettés, du fait du rôle de la DNCG, qui vient contrôler les clubs, les comptes financiers des clubs professionnels. Donc on a des clubs français qui ne sont pas très endettés, mais on se retrouve avec des clubs... Donc le football français est plus sain, finalement, financièrement. Est un peu plus... Il gagne moins, mais il est plus sain. Oui, exactement, oui. Et donc c'est aussi le cas de l'Allemagne, pour lesquels on a plutôt des résultats financiers qui sont positifs, alors qu'on a des résultats financiers qui sont négatifs en Espagne, en Italie et en Angleterre. Et on a donc des bonnes performances financières en Allemagne et des résultats financiers, on va dire, moyens ou, en France. Alors, tout ça, c'est lié en fait, à la régulation relative à l'endettement. En Angleterre, les clubs peuvent s'endetter un petit peu comme ils veulent, parce qu'ils ont vraiment un statut d'entreprise à part entière. Et en Espagne, c'est un peu la même chose. On a des clubs qui s'endettent énormément. Et à taux variable. Et là, on peut penser que c'est à taux variable. Donc si les taux continuent d'augmenter, c'est les taux qui vont se resserrer, en fait. Donc, un des risques qu'on peut identifier également, c'est que les banques pourraient être un peu plus réticentes à prêter aux clubs professionnels, parce que les banques, en période de crise, vont essayer de sélectionner des emprunteurs un peu plus, avec une qualité de crédit un peu supérieure, et donc on pourrait arrêter de prêter de façon très forte à des clubs de football. Alors, il y a des tas de questions qu'on n'a pas le temps d'aborder, malheureusement, parce que le temps tourne, le dopage, la corruption, le trucage des matchs, les paris en ligne, mais tout ça c'est dans le livre, il faut le lire dans le livre. Une dernière question, compte tenu de tout ce que vous savez sur l'économie du football. Est-ce qu'une équipe française peut encore gagner la Champions League ? En l'état actuel des choses, je ne pense pas. C'est plus possible. Je ne pense pas, parce que les moyens financiers donc, du club qui a le plus gros budget donc, en France, qui est Lyon, c'est Lyon et Marseille grosso modo, sont vraiment très en deçà des budgets des grands clubs européens comme le Real de Madrid, FC Barcelone, Manchester United. Donc Lyon et Marseille sont vraiment en retrait par rapport à ces clubs-là et ne peuvent pas se permettre de recruter des excellents joueurs. Enfin, ils sont déjà des excellents joueurs, mais... Donc c'est très lié aux moyens financiers. C'est extrêmement lié aux moyens financiers, oui. Et en l'état actuel des choses, les clubs français ne pourront pas gagner la Champions League avant quelques années. Tant pis pour les supporters. Bastien Drue, merci beaucoup. Merci à vous.